Merci d'être branché sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Célébration ce mercredi 1er décembre de la Journée mondiale contre le VIH-Sida. Pour cette édition 2021, un accent particulier a été mis sur les inégalités sociales qui impactent le combat contre cette pandémie, dont l'objectif est l'éradication d'ici 2030. C'est sous le thème « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies » que cette journée a été célébrée. Bonheur Nzinga signe cet élément. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies, c'est sous ce thème que l'humanité a célébré ce mercredi la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Cette année, lors de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'UNICIDA a mis l'accent sur l'éradication urgente des inégalités qui alimentent l'épidémie des sida et d'autres pandémies dans le monde. Sans action audacieuse contre les inégalités, le monde risque de marquer les cibles pour mettre fin au sida d'ici 2030, un allègement de la pandémie de Covid-19 ainsi qu'une crise sociale et économique hors de contrôle. La menace du VIH-Sida plane toujours sur l'humanité 40 ans après le signalement du premier cas de sida. Aujourd'hui, l'engagement de mettre fin au sida à l'horizon 2030 est en retard. Ce retard n'est pas imputable à un manque de connaissances ou d'outils pour vaincre le sida, mais à des inégalités structurelles qui entravent les solutions efficaces de prévention et de traitement du VIH-Sida. Par ailleurs, l'éradication des inégalités est au cœur de la stratégie mondiale contre le sida 2021-2026. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida est au centre de la déclaration politique sur le VIH-Sida adoptée lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH-Sida en 2021. En République démocratique du Congo, plusieurs activités ont été organisées à travers le ministère de la Santé en partenariat avec le programme national multisectoriel de lutte contre le sida. En mission officielle dans la province du Congo central, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba-Nkulu, a présidé la cérémonie de la Journée mondiale de lutte contre le sida ce mercredi à Matadi, dans le Congo central. Reportage. Aussitôt arrivé dans la province du Congo central, où elle est en mission officielle, le numéro 2 de la santé publique a accordé plusieurs audiences aux autorités provinciales. Accueilli par la ministre provinciale de la Santé du Congo central, Dr Mawete, la vice-ministre de la Santé a été par la suite reçue par le président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Vouemba. Au cours de leur entretien, la vice-ministre de la Santé a apporté le message du gouvernement central qui rassure de ne ménager aucun effort pour mobiliser tous les moyens nécessaires pour garantir une riposte efficace contre le sida en RDC. Très dynamique et engagée, la vice-ministre a terminé sa ronde au gouvernorat du Congo central où elle a échangé avec le gouverneur ad intérim Justin Luemba Nakoso sur la prise de conscience des gouvernés et gouvernants de l'urgence de la pandémie Covid-19 et aussi de la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est le 1er décembre, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Et nous, en République démocratique du Congo, on s'est dit, on va célébrer, on va lancer les activités par rapport à la lutte pour tout le mois ici de décembre à partir de Congo central. Et c'est pourquoi nous sommes ici, c'est la raison de notre présence. Nous sommes venus dépêchés par les chefs du gouvernement, son Excellence le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est le président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le VIH. Donc, je suis venu pour le représenter, pour que nous puissions lancer cette lutte et toutes les activités du mois. C'est la raison de ma présence dans cette province. On a passé quand même en revue par rapport aux activités et par rapport à cette épidémie de VIH dans sa province. Évidemment, comme nous sommes dans un contexte Covid, on n'a pas pu échapper à parler de Covid. On a essayé de parler aussi de Covid qui est en train de monter actuellement. Nous craignons que la 4e vague puisse s'installer réellement. Et il nous a parlé du cas de Luosi, qui est un variant qu'on jusque-là n'a pas bien détecté, mais qui est très virulent
Et nous sommes en train de suivre avec notre laboratoire de l'INRB et nous allons renforcer encore les mesures. Journée mondiale de lutte contre le sida, le gouverneur de la ville de Kinshasa appelle les Kinoises et Kinois à se faire dépister pour vaincre cette pandémie à l'horizon 2030. Dans un message lancé à cette occasion ce mercredi, il a également plaidé pour la non-discrimination à l'endroit des victimes qui ont plus besoin de soutien de tous. Suivez. Les grandes villes du monde portent une grande part du fardeau mondial de l'épidémie du VIH. Pour en finir, il faut plus de leadership politique, le partenariat ainsi que l'investissement pour l'atteinte de l'objectif de la cascade 95-95-95, de mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici l'horizon 2030. Je vous encourage au dépistage du VIH, à la fréquentation des services de prévention, soins, traitements, ainsi que du laboratoire pour suivre la suppression de la charge virale afin de garantir le succès pour l'atteinte de l'objectif de vaincre l'épidémie à VIH d'ici l'horizon 2030. Avec un accent, les jeunes, les adolescents, les hommes en uniforme. En outre, je vous demande d'éviter la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH-Sida, car en ce moment, ils ont plus besoin de notre soutien. J'en appelle donc à tout un chacun à un renforcement de la prise de conscience sur le fait que le VIH-Sida reste une réalité. Il faut pour cela se protéger et protéger également la communauté. Bana Kinshasa, VIH ezali nabokeseni na sida. Controverse autour de l'entrée des troupes ougandaises à l'est de la République démocratique du Congo, la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance appelle à plus de prudence du côté des autorités pour éviter que la RDC soit sujet des intentions malveillantes de la part de nos voisins. Rose Kalamba, sa coordonnatrice, plaide en outre pour une meilleure prise en charge des éléments FRDC. Elle est ici, Jean, au téléphone, par Bonheur Nzinga. Je suis présentement en ville de Béni. La DIFEGU s'est toujours intéressée et travaille même des recherches et des investigations sur tout ce qui se passe à Béni, comme à Ituri, les massacres donc des civils. Et par rapport à l'entrée des troupes de l'armée, des éléments de l'armée ougandaise sur le sol congolais, notamment à Béni, comme à la frontière entre Béni et Ituri, pour traquer les FPLR. La DIFEGU reste encore une fois neutre sur ce point, étant donné que la DIFEGU hésite encore de croire que ça peut donner la solution, étant donné que notre armée connaît encore des petites difficultés, des soucis qui pourraient trouver des solutions à l'interne et puis lui permettre de pouvoir traquer elle-même l'ennemi, parce que selon les investigations que nous avons toujours faites au niveau de notre structure, la DIFEGU, notre armée n'est pas si faible, mais seulement elle est infiltrée, elle gorge les collaborateurs de l'ennemi, ce qui lui rend en fait faible et impuissante. Bon, réaction, en fait, la population des avis qui ne convergent pas, plutôt divergents, et donc il y en a qui, parce que fatigués ou ayant déjà été victimes plusieurs fois de ces massacres, qui pensent que ça peut donc, qui commencent à espérer à n'importe quoi. Ils pensent que si ça peut trouver la solution, alors ça vaut la peine. Par contre, il y en a aussi une grande partie qui hésite encore parce qu'il y a une grande population de la région de Béni qui a toujours été victime des citoyens et de l'armée, des rebelles qui viennent de l'Ouganda et qui se souviennent encore de ces secteurs et qui ont peur, qui craignent vraiment cette situation. Donc, à vous dire vrai, nous sommes à Béni, nous sommes en train de faire des sondages. La population est divisée, donc les avis sont divergents. Il y en a qui ne croient même pas, mais qui pensent que si ça peut amener la paix, tant mieux.
Et donc, ce n'est pas une croyance en soi, mais c'est une façon de dire on est fatigué si c'est ce qui va amener la paix en nous. Des réactions au sujet de l'offensive conjointe des FARDC et de l'armée ougandaise contre les rebelles ADF qui insécurisent l'est du pays. Pour Aimé Chibango, ce qui importe, c'est le retour de la paix à l'est du pays. Il est au micro de Dedi Mujinga. Engagé dans l'opération lancée mardi en concertation avec le gouvernement de la RDC contre le rebelle des forces démocratiques alliées ADF, les troupes ougandaises poursuivaient ce mercredi leur déploiement dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette offensive conjointe de FARDC et de l'armée ougandaise contre les rebelles ADF qui insécurise la partie est du pays est saluée par Aimé Chibango Kongolo de l'UDPS. Pour lui, ce qui importe, c'est le retour de la paix à l'est du pays. Ce qui importe dans l'est de notre pays, c'est la paix. Nos frères et sœurs de l'est souffrent énormément. Je crois, nous à Kinshasa, à une époque, on a vécu quand il y avait des attaques dans la partie est de la ville. On a vu des gens défiler ici avec des bagages. C'était un spectacle tout à fait désolant. Mais figurez-vous maintenant, eux qui sont en train de le vivre au jour le jour, comment ils sont en train comment dirais-je, qu'est-ce que je veux dire? En fait, ils sont en train de les vivre, c'est désolant, ça fait très très mal, il y a des tueries chaque jour, il y a des viols, il y a beaucoup de choses qui se passent là, et d'ailleurs nous les suivons de manière régulière au niveau des réseaux sociaux, ça fait très mal au cœur. Alors s'il y a une force qui peut aider la RDC à neutraliser ces ADF Nalou, moi je ne vois aucun problème. Et surtout que ces ADF Nalou récemment, ils ont bombardé, ils ont mis des bombes dans la ville Kampala, il y a eu des morts aussi, et le gouvernement ougandais a estimé bon qu'il est vraiment temps de les neutraliser en s'associant au FARDC. Je crois qu'il faut saluer cette initiative. Je sais, psychologiquement, ça fait très mal parce qu'on a connu des problèmes dans ces pays. Il y a des armées qui s'étaient battues ici, les Ougandais et les Rwandais. Mais les gens doivent aussi tenir compte du contexte. Donc, nous sommes actuellement dans un autre contexte. Nous avons un chef de l'État, de père et de mère congolais, et qui a les soucis de sécuriser la partie est de notre pays. Et les FARDC sont là en train de suivre l'évolution des événements. Hier, il y a eu des bombardements qui sont partis de l'Ouganda, qui a ciblé les points ou les sièges où il y a des ADF. Ils ont bombardé. On a quand même pu neutraliser une centaine, comme on l'a dit. On attend qu'on fasse le travail des fruits et on saura combien d'ADF étaient tués hier. Donc, je crois que nous devons encourager tous ceux qui évolue dans le sens de restaurer la paix dans l'est du pays. Rappelons qu'à l'origine des ADF était une coalition de groupes armés ougandaises dont le plus important était composé de musulmans opposés au régime du président Yoweri Museveni. Ils sont installés depuis 1995 dans l'est de la RDC où ils ont fait souche et sont considérés comme le plus meurtrier des multiples groupes armés sévissant de la région. Au mois de mars 2021, les États-Unis avaient placé les ADF parmi les groupes terroristes affiliés à l'État islamique qui désigne le groupe comme sa province Afrique centrale. Mission commerciale Kenya-RDC 2021, la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, lance les travaux des deux initiatives du groupe Equity. Doudou Monterrey signe ce reportage. Débloquer les opportunités de commerce, de tourisme et d'investissement en RDC et dans le pays de la région des Grands Lacs, c'est par ce thème que la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, représentant du président de la République, a lancé officiellement le mardi 30 novembre les travaux de deux initiatives du groupe Equity, dont la mission commerciale RDC Kenya et le programme Equity Leaders Formation. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la matérialisation de la volonté exprimée par la RDC et le Kenya à travers la signature au mois d'avril de l'année en cours d'un accord d'investissement et de commerce liant les deux pays. La mission commerciale RDC-Kenya 2021 se veut un rapprochement de deux pays en renforçant les relations dans les échanges commerciaux transfrontaliers et de faciliter la zone de libre-échange continentale. Au terme de ce programme Equity Leaders
diverses formations, 160 nouveaux boursiers devront rejoindre la firme Equity BCDC pour un stage rémunéré. Eve Bazaïba a par l'occasion encouragé ces jeunes qui, selon elle, constituent un potentiel investissement de capital humain. Cette jeunesse à venir de l'Afrique bénéficiera d'un accompagnement nécessaire devant les aider à accroître leur compétitivité à l'échelle internationale, régionale, locale. C'est là pour qu'ils soient à même de porter la transformation idéale de la transformation économique du continent et des pays, tout en visant l'amélioration des conditions de vie des deux populations respectives. Juste après la cérémonie de lancement, la vice-première ministre de l'Environnement, quelques membres du gouvernement congolais et kényan et toute la délégation de Equity BCDC ont visité différents stands érigés à l'hôtel du fleuve avant de signer les livres d'or au stand du Kényan et procéder à la prise de photos des familles avec les sélectionnés de la formation professionnelle de Equity BCDC. Ces forums de la mission commerciale Kényan RDC 2021, ouvert ce mardi 29 novembre, se clôture le 13 décembre 2021. Et puis mise en place de la stratégie nationale de réinsertion socio-professionnelle des détenus, le vice-ministre de la Justice, Amato Bayubasire, a assisté à la présentation de cette stratégie. Suivez. Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayibasure Mirindi, a assisté à la présentation de la stratégie nationale de réinsertion socio-professionnelle des personnes détenues dans les prisons de la RDC. Il a salué l'élaboration de cette stratégie qui servira de guide pour l'opérationnalisation du plan d'action qui devra être mis en œuvre. Cette présentation a eu lieu au cabinet du ministre par des experts du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Selon le consultant du PNUD, le professeur Grégoire Ngalamouloumé, il s'agit d'un instrument important qui accompagne le nouveau programme de réforme de la justice. Pour lui, le ministère de la Justice doit jouer son rôle pour son appropriation de la stratégie. La stratégie nationale de réinsertion socio-professionnelle que nous venons de présenter ce jour permet plus ou moins d'éviter cette navigation à vue et permet de combler ce vide qu'il y avait dans ce secteur et pour permettre une mise en place, une mise en œuvre des actions concertées entre un certain nombre d'acteurs, un encadrement judicieux des personnes détenues à la fois pendant la détention mais également après la détention, et c'est l'ensemble de la société qui va bénéficier de ces éléments-là, c'est-à-dire les personnes détenues continuent à bénéficier d'un certain nombre de droits, notamment le droit à la formation, le droit au travail. Ces personnes vont être formées pendant leur période de détention, vont pouvoir travailler pendant la détention et donc contribuer au développement à la fois national et local de leur milieu. Mais en même temps, après la sortie de la prison, ces personnes peuvent être capables de se réinsérer durablement dans la société. Comme on le voit, les conditions de détention dans les prisons congolaises sont indignes et déplorables, caractérisées par une surpopulation, un mauvais traitement, une insalubrité, la sous-alimentation et la malnutrition, l'insuffisance des soins de santé, le non-respect des droits des détenus. La donne que vous avez faite, qui est liée aux courses à faire, aux déplacements réguliers pour aller vers les zones d'exploitation, qui implique maintenant la construction des maisons de campement, c'est aussi un défi, parce que ça s'apparente à une autre prison. Parce que ça doit être autant sécurisé pour que les mêmes conditions de détention soient maintenues sur les lieux. Donc, c'est pour cela que votre plan d'action nous sera très important. Le comité des sages de la Chambre basse du Parlement s'est réuni en séance à huis clos sous la direction de sa présidente Marie-Ange Loukiana dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Objectif, procéder à l'évaluation des travaux depuis mars jusqu'à ce jour. Reportage. C'est en vue de procéder à l'évaluation des travaux depuis mars jusqu'à ces jours que le comité de sages de la Chambre basse du Parlement s'est réuni en séance à huis clos, comme l'explique la députée nationale Caroline Bemba-Wale. Nous avons donc fait une évaluation de tous les dossiers que nous avons depuis la session du mois de mars. Nous avons pu faire un récapitulatif d'une 60aine de dossiers. Tous les dossiers qui ont été traités, résolus, qui ont trouvé donc une solution de sage, ont été passés en revue.
Le comité des sages arrive toujours à trouver une solution dans la sagesse, donc essaie d'amener les deux parties à une conciliation. Nous espérons cependant qu'il y aura moins de dossiers parce que quand on a beaucoup de dossiers, ça sous-entend que les députés ne sont pas très sages. Je vous rappelle que le comité des sages est là justement pour que les dossiers à caractère grave qui devraient normalement aller en justice puissent trouver une conciliation avant de devoir lever les immunités des députés que nous sommes. Très sereins, très calmes. Nous avons beaucoup de sages entre nous. Donc de ce côté-là, on n'a pas de problème. Toujours à la Chambre basse du Parlement, la Commission aménagement du territoire, infrastructures, postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication a auditionné le ministre des ITPR, Alexis Gisaro, autour des infrastructures du pays. Reportage. C'est sous la direction de son président, le député national José Ngwanda, que la commission aménagement du territoire, infrastructure, postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale a auditionné le ministre des ITPR, Alexis Gisaro, ce mardi 30 novembre 2021, autour des infrastructures du pays. Après cette audition, le président de la commission s'est exprimé en ces termes. Vous savez que l'Assemblée nationale est en train d'examiner le budget et tous les ministères et services qui dépendent de l'information devaient normalement passer ici pour que nous puissions examiner ensemble ce qu'a été les allocations dans le budget 2022. C'est l'exercice que nous venons de faire. Les députés lui ont posé des questions et il va revenir la semaine prochaine pour voir s'il y a lieu que nous puissions le soutenir parce que les infrastructures, c'est les poumons du développement de notre pays. Et il y a lieu que le gouvernement puisse, ou l'Assemblée nationale puisse avoir un regard particulier dans ce secteur-là. Par exemple, en ce qui concerne les infrastructures, la population a besoin de routes. Et chaque province a un problème de routes. On commence par Kinshasa. Et donc ce que nous attendons de ce ministère, d'une part, qu'il puisse avoir des moyens de sa politique, et d'autre part, de construire des routes pour désenclaver toutes les entités. Il a la bonne volonté et nous attendons qu'il puisse nous répondre d'abord et puis nous allons conclure. Procéder à l'évaluation des activités du deuxième semestre de l'année 2021 et formuler des perspectives de l'année 2022, tel est l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains dont les travaux viennent de s'ouvrir ce mercredi 1er décembre à l'hôtel Sultani à Kinshasa sous la direction de Olivier Manzila, directeur général AI de l'OGFREM et président en exercice de l'UCCA. Jean-Romance Mokolo, Dedi Mujinga nous en parle. C'est à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe que se sont ouvertes ce mercredi 1er décembre 2021 les assises de la deuxième session ordinaire du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains sous la conduite de Olivier Manzila, directeur général de l'OGFREM et président en exercice de l'UCCA. Initialement prévue à Cotonou, cette session de l'UCCA a été délocalisée dans la capitale de la RDC en raison de la suppression du Conseil des chargeurs du Bénin. Pendant 3 jours, les participants venus de pays membres de l'UCCA vont procéder à l'évaluation des activités du deuxième semestre de l'année 2021 et à la reformulation des perspectives d'avenir de l'année 2021. Dans son mot des circonstances, le président en exercice de l'UCCA, le directeur général Olivier Manzila, a notamment exprimé sa reconnaissance au président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'impulsion a permis la tenue de ces assises. Qu'il me soit avant tout permis, en notre nom à tous, d'exprimer ma déférence, gratitude à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, dont l'impulsion a permis la tenue de ces assises. Je voudrais également remercier de tout cœur l'ensemble de nos autorités pour les mesures prises en vue de faciliter la venue
et l'accueil de nos hôtes à qui, par ailleurs, je souhaite un agréable et beau séjour dans notre chère capitale Kinshasa. Je dois reconnaître qu'accepter d'organiser le comité directeur pour la deuxième fois en l'espace de 6 mois était un véritable défi au regard d'énormes charges auxquelles fait face notre office, particulièrement en cette période de fin d'année. Mais comme vous pouvez vous en douter, cela s'est avéré impérieux en mon sens, pour l'intérêt de l'Union, ou mieux, pour l'intérêt de la famille UCCA. Je me fais le devoir de nous inviter à traiter avec la plus grande attention les matières soumises à l'examen de notre comité directeur à l'effet d'apporter des solutions idoines aux problèmes majeurs qui touchent à notre existence. En l'absence du ministre Chéribin Okende empêché, c'est le vice-ministre du Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Marc Ekila Likombio, qui a procédé à l'ouverture de ces assises de l'UCCA. Ce dernier a, dans son allocution, notamment réaffirmé l'engagement du gouvernement de la RDC à accompagner et à soutenir le GEFREM à travers son directeur général ad intérim Olivier Manzila Moutala durant son mandat à la présidence de l'UCCA. Au regard de leur contribution au développement économique de nos États respectifs et surtout en ces moments où l'impact du Covid se ressent à travers des conséquences néfastes pour nos faibles économies, dont la plupart sont caractérisées par une fragilité en dépit des efforts de stabilisation. C'est dans ces registres qu'il faille situer l'augmentation excessive des taux de fret et de frais connexes qui s'observent de plus en plus, et c'est avec comme corollaire la surenchère des prix de biens et services à la consommation, aux grandes dames malheureusement de nos chargeurs en particulier et de nos populations en général. C'est donc à ces égards que l'intervention des conseils des chargeurs africains s'avère plus que nécessaire et qu'elle sera le plus attendue et appréciée. Députée provinciale élue du territoire de Makanza pour le compte du mouvement de libération du Congo, Marie-Josée Molébé vient d'être portée à la tête de l'Assemblée provinciale de l'Équateur à l'issue d'un vote qui a eu lieu ce mercredi 1er décembre à Mbandaka. Elle sera secondée par Clovis Elongama, élu vice-président de cette institution provinciale. C'est un compte rendu une fois de plus par Jean-Romance Mokolo. Désormais, c'est une grande dame qui va diriger l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Il s'agit de l'honorable Marie-Josée Molebo qui vient d'être élue haut la main présidente de la première institution de cette province ce mercredi 1er décembre 2021 à Mbandaka. C'est dans une salle de plénière archi-comble marquée par la présence massive de la population que ce vote a eu lieu. L'élection de Marie-Josée Molebo comme présidente de l'organe délibérant de l'Équateur a été chaleureusement fêtée par de nombreux habitants de Mbandaka ainsi que les militants de l'Union sacrée et particulièrement ceux de son parti, le MLC, qui, drapeau à la main, ont tambour battant salué ces changements au sommet de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Comme en témoignent ces images qui passent de tout commentaire. La désormais présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Marie-Josée Molebo, a dans son mot de circonstance exhorté ses collègues, membres du bureau et députés provinciaux à travailler dans un esprit de corps et dans la solidarité pour la crédibilité, l'honneur et la préservation de l'image des marques de leur institution. Élu du territoire de Makanza, pour le compte du MLC, Marie-Josée Molebo a promis d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires de l'organe délibérant de l'Équateur. Sous sa présidence, les filles et fils de l'Équateur sont convaincus
que les relations seront au beau fixe entre le gouvernement provincial et l'organe de Luberon. C'est l'envie du redressement de cette province qui n'a que trop souffert de conflits inutiles entre institutions. Ainsi prend fin cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.